Donc du coup, la présentation que je vais vous faire est plutôt technique, mais j'espère que je vais pouvoir aussi vous redonner un petit peu les liens avec les différentes conférences que vous venez d'avoir. Donc les premières images que vous avez devant vous sont des images justement des robots qu'on possède ou qu'on a eu posséder un jour dans notre établissement et avec lesquels justement on a formé des étudiants ou on a pu faire aussi quelques petites recherches. Alors, avant de parler de robotique, je vais vous embêter avec quelques plantages de décors pour vous raconter un petit peu les choses. Donc un robot, c'est quoi? C'est un machin qui bouge, il y a des solides, et ces solides sont articulés entre eux. Et donc du coup, on va pouvoir avoir, avec une espèce d'ordinateur, on va pouvoir commander ces machins qui bougent, mais on va pouvoir aussi capter l'environnement et capter justement l'état du machin. Donc, en mélangeant tout ça, on va pouvoir dérouler un programme et on va donc pouvoir adapter notre robot, justement, à une situation dans un environnement. Donc là, vous avez en gros des solides et des axes et vous retrouvez déjà un certain nombre d'architectures possibles. Alors justement, en plantant un petit peu le décor, tout de suite, vous avez des gens qui vous parlent de robots en parlant en réalité de manipulateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un manipulateur? C'est justement des objets qui bougent, mais où on ne va pas pouvoir avoir toute une possibilité de position, mais généralement des possibilités surdébutées. Donc en fait, on va être sur du digital et non pas sur de l'analogique, pour ceux qui ont l'idée un petit peu de cette chose-là. Donc le manipulateur, on va l'évacuer. Vous avez aussi des opérateurs d'assistance, c'est-à-dire que vous n'avez pas la notion de programme qui se déroule, le machin va pouvoir développer des efforts à la place de l'homme, mais on a toujours besoin du bonhomme pour faire bouger le machin et prendre les décisions. Le pont roulant est l'exemple type de l'opérateur d'assistance, mais aujourd'hui, ces opérateurs d'assistance se développent et commencent à se mélanger à la robotique. Vous voyez, par exemple, en noir et blanc au-dessus, un homme qui a été muni d'un exosquelette. Alors ça date des années 60. Et cet homme va pouvoir effectivement commander, développer des efforts. Et c'est le système hydraulique qui va, lui, développer les efforts pour lui. Vous êtes d'accord que sur cette image, vous ne voyez pas la génératrice hydraulique, vous ne voyez pas les gros câbles hydrauliques, mais l'idée, elle est là. Et puis en bas à droite, vous voyez un nouvel opérateur d'assistance qui, lui, a en fait une espèce de selle avec deux pattes. Et vous avez un bonhomme, un ouvrier, qui va assembler des objets sur une voiture, par exemple. Mais comme il passe sa journée à se lever et à se baisser, eh bien, l'opérateur d'assistance va lui permettre de ne pas fatiguer, de pouvoir emmener ses objets avec lui. On va évacuer ces objets-là, ces opérateurs d'assistance. Pour nous, ce n'est pas encore complètement la robotique qui nous intéresse. On a ce qu'on appelle aussi le téléopérateur. Là encore, on va retrouver la notion de personne qui va commander l'objet. Par contre, l'objet, lui, va pouvoir aller dans un espace qui est hostile à l'homme. On retrouve par exemple des robots câbliers sous-marins qui vont poser des câbles. Vous avez des robots qui vont aller dans les centrales nucléaires en haut à droite, qui sont des robots qui vont aller travailler en milieu radioactif. Vous avez aussi les robots spatiaux. Tout le monde a entendu parler du Canadarm, qui est le robot qui va aller choper les satellites et aller les mettre à disposition, par exemple, de l'ISS. Et puis, vous en avez un autre, là, en haut à gauche, un petit peu particulier, qui s'appelle Robonaut, qui a fait partie de la dernière navette spatiale, la dernière mission de la navette spatiale, et qui aujourd'hui est sur l'ISS et qui peut intervenir justement pour faire des opérations en extérieur. Et sa particularité, c'est qu'il a bien une forme humanoïde sur la partie supérieure. Par contre, en bas, il a un simple crochet, puisqu'on n'a pas besoin de pattes pour se déplacer dans l'espace. Mais ces objets-là sont tous, encore une fois, commandés par un opérateur qui est à l'abri et qui va pouvoir ressentir, qui va pouvoir commander l'appareil. Donc on n'a pas cette notion, on va dire, de programmation, d'autonomie, d'intelligence. Je vais aller assez vite parce que des transparents, vous allez voir, il y en a un bon paquet. Le robot, donc, pour nous, est un objet qui va pouvoir dérouler son programme, qui va pouvoir capter son environnement et sa propre situation. Et d'après l'IFR, d'après les normes, il faut au moins 3 axes asservis pour dire que c'est un robot. On a aussi les robots de service.
Alors, vous avez tous, à une époque, entendu parler du chien de chez Sony, par exemple, hein, qui était le chien de compagnie robotisé. Aujourd'hui, on a les robots tondeuses à gazon, on a les robots aspirateurs. On a même en haut à gauche, en haut à droite, là, un robot, alors industriel cette fois, mais au bout de ce robot industriel, on a mis des sièges, on fait payer des gens pour les secouer comme des bouteilles d'orangina et les rendre malades au bout de 10 minutes. Parce qu'un robot est capable d'aller à des vitesses programmées, dans des directions programmées, avec des accélérations programmées. Donc en gros, vous êtes capable de faire à peu près n'importe quoi, n'importe quand, sur n'importe quelle trajectoire. Vous imaginez ce que ça peut faire sur des personnes qui n'ont pas envie qui voudraient résister à ça. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube, alors je ne vous l'ai pas amenée, des pilotes de la patrouille, alors pas de France, mais de Grande-Bretagne, qui ont voulu essayer ce manège-là, ils n'ont pas tenu un quart d'heure. Bref, et évidemment, dans d'autres secteurs, par exemple le milieu médical, on trouve aussi aujourd'hui des robots d'assistance. Alors, par exemple, celui en bas à droite, un robot qui permettrait, par exemple, de soulever des personnes pour changer les draps, etc. Ou, beaucoup plus connu, le robot Da Vinci, robot médical, qui là, cette fois, va pouvoir réaliser des interventions, mais encore une fois, sous la surveillance d'un opérateur, d'un praticien, tout simplement. Et vous voyez que le praticien, il a la tête, on dirait, dans le guidon, entre guillemets. En réalité, c'est parce qu'il va avoir une réalité augmentée dans le casque qu'il utilise, et il va pouvoir voir des choses en 3D. Il va pouvoir aussi ressentir des efforts qui sont appliqués par son robot. Alors vous remarquerez que le robot derrière, il a plein de bras. Il est capable de faire un certain nombre de choses. Ensuite, aujourd'hui, émerge de la robotique collaborative et des cobots. Alors, il y a une distinction qui est faite sur ces appareils-là. Le cobot va pouvoir, par exemple, amplifier des mouvements, mais il y a toujours la personne qui va effectivement réaliser une opération. Par exemple, une opération de meulage sur des pièces qui sont très lourdes, très difficiles à faire. Et donc, le robot va développer ses efforts, une cinquantaine de kilos, alors que l'homme, lui, fait que de le guider. On est quasiment sur de l'opérateur d'assistance, finalement. On y revient. Vous avez des exosquelettes qui, aujourd'hui, permettent aussi à des gens de marcher pendant des heures pour aller chercher des pièces. Et par contre, le robot collaboratif, lui, est un robot qui, à certains moments de son existence, de sa vie, va partager son espace avec un homme. Donc, il faut qu'il ne soit pas dangereux dans ces instants-là. On peut, par exemple, le prendre par la main pour le programmer. On peut éventuellement travailler avec lui. Le robot tient des pièces et on va pouvoir insérer d'autres pièces dedans. Donc ça, c'est une robotique qui émerge aujourd'hui depuis quelques années. Et vous voyez le robot en bas à droite, je le mets un petit peu dans cette catégorie-là, plus parce qu'on va lui mettre une tablette avec un visage. Et la personne qui va être avec lui en train de travailler, il va naturellement regarder ce visage, il va voir les yeux. Et donc, on voit où il va travailler, parce qu'on voit où le robot regarde. L'espèce de drôle de chapeau qui est au-dessus de ce robot, c'est tout simplement un détecteur périphérique qui va permettre aussi au robot de ralentir quand l'opérateur va se rapprocher. Alors, quelques notions sur les tendances technico-économiques, parce qu'on voit que la robotique, aujourd'hui, a le vent en poupe. Mais pourquoi la robotique a le vent en poupe? Pourquoi les gens ont envie de se lancer là-dedans? Tout le monde en parle. Tout simplement parce que la robotique, aujourd'hui, devient accessible en termes de prix. Elle devient accessible aussi en termes de programmation. Il n'y a plus besoin d'avoir fait une école d'ingénieur pour programmer un robot, ni pour l'intégrer. Les robots deviennent beaucoup plus fiables aussi. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, les ventes... Alors, vous avez en haut à gauche plutôt les possessions de robots. Donc, on voit le nombre de robots. Et en gros, alors les chiffres ne sont peut-être pas très, très beaux là, mais vous avez à peu près 1,8 million de robots qui sont implantés dans le monde, au sens de la définition de l'IFR. Par contre, les ventes de robots, vous voyez qu'elles ont plutôt tendance à exploser depuis 2012 à peu près. Alors, vous remarquerez ici sur ce transparent-là que, en fait, finalement, là, vous avez un ratio qui est fait pour 10 000 employés. Et on voit bien que, par exemple, les pays asiatiques, et notamment le Japon, on va dire une des patries du robot, finalement, on a quand même 200, 300 robots quasiment pour 10 000 employés. La France, elle se situe à peu près à 70-80 robots par employé.
Et vous avez, alors vous les avez aussi un petit peu par continent, et vous voyez, par exemple, il y a certains pays qui n'ont quasiment aucun robot, enfin certains continents, typiquement l'Afrique. On remarque aussi que les pays les plus robotisés sont aussi des pays qui ont une industrie automobile forte. L'industrie automobile, historiquement, est la première industrie qui a robotisé. Le premier robot est un robot Unimation aux États-Unis chez Ford. Ça, c'est un transparent que j'ai voulu un petit peu polémique. C'est le nombre de ventes de robots dans les 3 pays européens, la France, l'Allemagne et puis l'Italie. Et vous remarquerez que pendant qu'on vend un robot en France, on en vend à peu près, on va dire une bonne dizaine en Allemagne. Donc c'est un transparent qui fait un petit peu peur. On se dit la France robotise pas beaucoup. Et j'ai voulu polémique parce que je vous ai mis en face, pour tordre le cou une bonne fois pour toutes à une idée, le robot, ça prend de la place aux opérateurs. En réalité, j'ai mis les taux de chômage. Et vous remarquerez que le taux de chômage le plus faible, c'est le pays qui robotise le plus. Ça laisse à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait de ces robots ? Vous remarquerez, alors, sur le côté gauche, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait au niveau des quel secteur. Et là encore, vous remarquerez que l'automobile est le secteur qui utilise le plus la robotique. Et puis sur le transparent de droite, c'est plutôt qu'est-ce qu'on leur fait faire. Donc on fait du chargement, déchargement de machines. Alors, vous remarquerez pareil, en bas à droite, là, le secteur jaune, comme par hasard, c'est la manipulation de pièces, c'est la palettisation, c'est des choses comme ça. Alors, j'ai été très surpris de voir, j'étais persuadé qu'il y avait beaucoup de robots dans l'agroalimentaire. Et en réalité, si vous regardez l'agroalimentaire, c'est à peine 1-2% des robots qui sont utilisés aujourd'hui. Par contre, on voit bien que l'automobile et la mécanique sont les secteurs les plus demandeurs et les plus consommateurs. Hop. Alors, on va brosser un tout petit coup très rapidement ce qu'on peut trouver mécaniquement, quelles architectures on peut trouver. L'imagination humaine est sans limite. On trouve des robots dits sériels, c'est-à-dire qu'on va empiler les solides les uns au bout des autres. J'ai oublié d'amener mon jouet, mais c'est pas grave, je vous le ramènerai tout à l'heure. Donc des robots sériels, on empile les solides les uns au bout des autres et on les articule. Et à côté de ça, vous avez des robots plutôt parallèles. Et l'idée, c'est de mettre cette fois les solides les uns à côté des autres. Et donc, du coup, vous allez pouvoir gagner en dynamique. Alors, en dynamique, vous voyez, par exemple, le robot là, qui est ici, là, à cet endroit-là. En fait, on va remonter toute la mécanique dans la base et on va faire comme le marionnettiste qui tire sur les ficelles. Et on s'aperçoit qu'en faisant comme ça, la partie mobile, elle devient très légère, donc elle devient très dynamique. Merci. Alors là, vous avez un bel exemple de robot sériel. Par contre, je plante un petit peu je plante la marque. Pas la peine que vous voyez la marque. Et donc voilà. Donc on a des robots qui sont soit parallèles, soit sériels. Après, les architectures, vous voyez, il y en a plein de sortes, plein de races. Alors, quand on commande un robot, on peut le commander en posture, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, là, il a cette attitude-là. Donc ça, c'est un robot dans une posture donnée. Mais on aime bien aussi... Alors, vous avez, pour arriver à un endroit donné, plusieurs postures possibles. Par exemple, vous voyez, ici, je suis en coude au-dessus. Je peux faire exactement la même chose et j'arrive au même endroit en coude par-dessous. Mais je peux aussi, vous le voyez ici, en coude sur la... Alors, pour vous, c'est la droite. Si je le refais demi-tour et que je le mets comme ça, je me retrouve en coude sur la gauche. Donc, finalement, commander un robot, c'est pas si facile que ça. C'est ça que ça veut dire. On peut avoir plusieurs possibilités pour arriver au même endroit. La chose est complexifiée si, en plus, vous savez que chaque constructeur utilise des systèmes de coordonnées tous différents. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre les systèmes de coordonnées de ces différents constructeurs. Et tant qu'on y est, il faut aussi comprendre leur langage de programmation parce qu'il n'y en a pas un qui travaille pareil. Quand vous savez qu'en plus, il faut prendre en compte les masses qui sont transportées par votre robot, parce que quand vous emmenez une caisse de machine à laver qui pèse déjà son poids, que vous allez vouloir l'emmener à un endroit donné le plus vite possible, vous allez avoir des inerties, vous allez avoir des problèmes de commande de ces moteurs. Et donc, il faut adapter ces commandes en fonction du moment où vous avez une masse qui est plus ou moins grande. Vous pouvez faire des trajectoires linéaires, vous pouvez faire des trajectoires quelconque, ou vous pouvez demander des trajectoires un peu plus compliquées, sachant qu'à chaque fois, votre commande va changer, donc vous allez encore une fois avoir des problématiques d'asservissement, on va le dire comme ça, dans vos robots.
Vous pouvez évidemment lisser vos trajectoires. Et là encore, vous allez avoir des problèmes de point de passage. Donc il faut être capable de maîtriser ces éléments-là aussi. Alors, il y a deux manières de programmer votre robot. La première, la plus simple, la plus classique, vous avez une espèce de Game Boy, là, que vous voyez en haut à gauche. Et cette Game Boy, vous allez programmer votre robot avec. Ça va vous prendre un certain temps, et pendant ce temps-là, le robot, il ne produit pas. Et quand je dis un certain temps, ça peut se chiffrer en heures, en jours même. Alors ça, je vais le passer un petit peu plus vite. Je pense que ce n'est pas le plus intéressant. Par contre, vous avez possibilité aussi de programmer vos robots en hors ligne, c'est-à-dire avec un logiciel qui, cette fois, va vous permettre d'être dans un bureau d'études au chaud. Vous avez un modèle CAO 3D de votre environnement. Vous faites votre programme là-dedans. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir l'identité entre votre modèle numérique et votre environnement réel, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, du coup, si en plus on rajoute le fait, vous le verrez un petit peu plus tard, qu'un robot n'est pas forcément précis, ça va vous amener des différences entre, même si votre modèle était parfait, ça va vous amener des différences entre le programme que vous avez prévu et la réalité des mouvements que vous allez obtenir pour de vrai. Alors, donc du coup, quelques notions de performance, justement. Alors, je vous ai mis là, ici, quelques... Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur le reste, mais l'idée, c'est que, vous voyez, entre un robot sériel et un robot parallèle, il n'y a quasiment pas photo sur le mouvement type, qu'on appelle le pick and place normalisé. Vous avez un robot sériel qui vous fait un mouvement donné en 1 seconde 4. Quand vous passez sur un robot parallèle, vous descendez le chiffre par 3, puisque vous descendez quasiment à 0,4 secondes, à peu près. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous perdez énormément en espace atteignable. Donc, c'est des choix à faire. Il y a aussi une notion importante en robotique, c'est la notion de précision et de répétabilité. La précision, c'est... Alors, si vous faites N fois des essais sur un point donné, eh bien, la précision, c'est la distance entre la tâche qui est obtenue quelque part, le barycentre de cette tâche, et l'endroit où vous vouliez aller. La répétabilité, elle, c'est justement les endroits qui ont tous été atteints. C'est en gros la tâche, le diamètre de la tâche qui vous intéresse. Et en gros, on s'aperçoit qu'un robot, il est très répétable, mais il est hélas pas précis. Alors très répétable, entre répétabilité et précision, il y a à peu près un facteur 10, voire même un petit peu plus. On peut même aller jusqu'à un facteur 20. Donc généralement, quand vous programmez un robot, il sera retourné là où vous avez dit. Si vous descendez un programme en disant « je veux que tu ailles là », il y a de grandes chances qu'il soit à côté de, par exemple, 1 ou 2 mm. C'est énorme. En mécanique, pour nous, c'est énorme. De la même manière, alors, qu'est-ce qu'on fait faire à nos robots ? Généralement, dans l'industrie, le grand classique, c'est de leur faire faire de la palettisation, du chargement, déchargement de machines. C'est de leur faire faire du suivi de trajectoire. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Par exemple, quand on veut déposer un joint de colle, il faut garantir que sur toute la trajectoire, on sera à vitesse constante pour déposer un joint de colle uniforme. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser les vitesses et la dynamique du robot. On leur fait faire de la prise dépose au vol, par exemple, pour gagner du temps. On peut aussi faire de la vision. On peut associer le robot à des organes de vision qui permettent, par exemple, dans des produits qui sont tous variables, par exemple de l'agroalimentaire, on va pouvoir quand même aller chercher ces objets, on va pouvoir aller les ranger. Et enfin, on peut faire aussi du retour d'effort, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ressentir l'environnement et on va pouvoir s'adapter à cet environnement. Vous voyez par exemple ici une image où on fait du prélèvement d'une peau pour faire de la greffe, par exemple. Donc là, la bête est vivante, là, entre guillemets, et donc elle respire, et on va quand même pouvoir lui enlever un petit bout de peau qui sera dimensionné. On fait de la collaboration. Donc collaboration, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plusieurs robots, chacun fait sa tâche, mais on va pouvoir se synchroniser à des événements bien particuliers. Et on va pouvoir aussi faire de la coopération. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on va fermer la chaîne mécanique. Par exemple, on va prendre une voiture par les 4 coins et on va pouvoir la soulever pour aller faire des soudages, on va pouvoir aller faire des peintures, etc. Donc c'est l'image que vous voyez en bas à droite. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis, bien sûr, on peut aussi faire de la coopération avec les opérateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Et notamment, vous avez par exemple ici l'exemple d'un opérateur qui va placer des objets dans un coffre de voiture au moment de sa fabrication. Un robot qui amène une pièce un peu lourde, par exemple une roue de secours. Mais l'opérateur est capable de travailler avec lui et de l'arrêter à la main et de lui dire « Attends, j'ai pas fini ». Le robot se recule, on pose les derniers objets et le robot peut venir finir, poser la roue de secours, qui est quand même un élément lourd. Alors, je vais aller très vite parce que là, on ne va peut-être pas partir sur ces déroulés-là. Je vais juste aller sur les perspectives. Alors, je garde du coup des éléments pour les questions. Les perspectives, donc je pense qu'aujourd'hui, la robotique doit devenir flexible. Elle doit pouvoir s'adapter à la variabilité des pièces qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut travailler les systèmes d'alimentation, il faut travailler les systèmes de préhension. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. De la même manière, il faut travailler lorsque vous emmenez un objet qui est très lourd. Par exemple, une voiture. On peut emmener des voitures complètes. C'est l'image que vous voyez là. Votre robot, il va se déformer comme du chewing-gum. Il faut quand même être capable de maîtriser la position du robot. Donc, il faut, dans les modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut aussi être capable de prendre en compte ces déformations. De la même manière, on essaye de travailler sur la simplification de la programmation des robots, donc des techniques. Si je parle aux techniciens, je peux parler de Graph7, par exemple, quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et puis, la robotique, aujourd'hui, dérive vers la micro-robotique. Donc, descendre la taille des opérateurs à la taille des objets manipulés. Et donc, aujourd'hui, on est capable de mettre des micro-robots dans des chambres à vide de microscopes électroniques à balayage. Il y a des robots à 12 axes qui peuvent être là-dedans et qui peuvent aller travailler sur des fibres optiques de la taille d'un cheveu d'enfant. Et on est capable de travailler sur le bout de la section de la fibre optique, pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et bien sûr, la robotique collaborative est un des axes de développement de la robotique. Et enfin, dernier point, la robotique low cost. Aujourd'hui, des robots qu'on trouvait à 35 000 € descendent à 20 000 € pour certains. Et ces robots à 20 000 € aujourd'hui se font tailler des croupières par des robots chinois qui sont plus qu'à 10 000 € pour des performances relativement équivalentes. Et la robotique humanoïde est, à mon sens, une des perspectives aussi. Voilà.